Le règlement sur l'acquisition des technologies de l'information, on a hésité beaucoup. On l'a mis, on l'a enlevé, on l'a mis, on l'a enlevé parce que à toutes les fois qu'on en parlait, on a parlé avec Sébastien, tu peux-tu le présenter? Ben, il dit, Guy, donne-moi une copie. Ben, je ne l'ai pas, là, tu sais. Donc, on s'est dit, on n'en parlera pas, sauf que actuellement, tout le monde le sait que l'orientation du gouvernement actuel vers les technologies de l'information est immense. L'intérêt, je dirais, de régler le problème. Dans le fond, le problème, c'est pas juste les commissions scolaires. Là. On prend, c'est tous les ministères, c'est tout l'appareil gouvernemental qui est sous la loupe, autant des journalistes. Et s'il y a un dossier qui est chaud, c'est bien l'informatique actuellement partout au ministère. Alors, c'est sûr que le Conseil du Trésor a commencé dès l'année passée à dire comment. C'est sûr que le gouvernement s'est retourné, bien entendu, vers le Conseil du Trésor. Et là, il dit qu'il faut trouver une façon de légiférer ça, il faut organiser ça. Donc, ils sont virés vers la LCOP, ils ont regardé les 3 règlements qui sont associés à la LCOP. Ils ont dit, ouais, mais il y en a-tu un qui est vraiment plus adapté que l'autre? Là, ils ont décidé d'en faire un 4e. En fait, tout le monde le sait, on a la LCOP, 3 règlements actuellement. Et là, ils ont dit, si on en fait un pour les TIC ou les TI, on va le faire autant pour l'achat d'équipements que pour les services techniques des TI. Alors, c'est pour ça qu'ils ont pris une partie de l'approvisionnement, du règlement d'approvisionnement. Ils ont pris une partie du règlement sur les services techniques. Puis là, ils ont dit, on va en faire un autre avec ça. Alors, il y a eu une période de consultation faite par la direction de la gestion de la gouvernance, CGGTI, avec M. Chartier. Donc, il y a eu des gens qui ont été consultés l'année passée. Donc, ça remonte loin. Alors, tout ce que je peux vous dire, là, à partir de maintenant, ça peut être faux. Dans le sens que on a été consultés. Donc, il y avait des gens des commissions scolaires, il y avait des gens des cégeps et des gens des universités. On a été consultés, mais très rapidement, et sur 4 points. Alors, on aurait très bien pu, je pourrais très bien dire, bon, on n'en parlera pas, c'est peut-être qu'ils ne sont pas là, mais je trouvais ça intéressant de juste vous en faire part. Donc, je vais prendre juste quelques minutes pour vous faire part des 4 points, puis qu'est-ce que ça visait essentiellement. Ça, tu ne m'en voudras pas. Ça se peut que... C'est ça. OK. Jamais. OK. C'est gentil, ça. Le premier point où on a été consulté, c'était par rapport au prix soumis et les quantités qui figurent au bordereau de prix. Actuellement, lorsqu'on a un seul soumissionnaire, on en a parlé assez, on ouvre l'enveloppe ou on n'ouvre pas. Une fois qu'on l'a ouvert, bon, vous avez le droit de négocier avec le fournisseur sur une seule enveloppe, un seul soumissionnaire. Ce que le règlement prévoyait, c'est que non seulement on pourrait négocier sur le prix, mais on pourrait aussi négocier sur les quantités. C'est-à-dire qu'avec le fournisseur, on pourrait dire, lui pourrait dire, bien, avec mon expertise, je pense qu'on pourrait changer telle affaire, acheter moins d'affaires, acheter plus de ça, puis en tout cas, il y a une ouverture sur la négociation, non seulement du prix, mais aussi sur les quantités qui ont été soumises. Ça pourrait être intéressant, c'est ce que la plupart des gens, des consultés ont répondu. Et encore là, je ne veux pas en discuter parce que je ne pourrais pas répondre à vos questions. Bon. Le deuxième, c'était sur l'évaluation de rendement. Dans la proposition de ceux qui écrivent le règlement, bien entendu, il proposait que les organismes publics évaluent de façon systématique leurs fournisseurs prestataires de services pour tous les contrats de TI. Ça fait mal. OK? Alors, c'était l'orientation qu'ils ont voulu. On a répondu à ça, bien entendu, que ça n'avait pas de bon sens. Mais en fait, tout le monde a répondu ça, sauf que... Oui. Voilà. Troisième élément, contrat à taux horaire. Leur proposition, il est proposé d'exiger l'autorisation du dirigeant d'organisme pour tous les contrats à taux horaire en TI. Ah, mais on a la LGCE qui exige exactement la même chose. Fait que dans le fond, ce qui avait été écrit là, on a dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, mais ils l'ont fait avec la LGCE sur le contrôle des contrats qu'on donne. Donc, à partir de 1 $, vous devez remplir un formulaire. Guy, oui. Tu me permets-tu d'intervenir? Ah, ben oui. Juste que tu ne me poses pas de questions. Excuse-moi, comme tu as commencé l'autre sujet, puis je me suis mis à penser, j'ai dit, ouais, pas sûr que le monde soit conscient de ça.
L'évaluation de rendement, est-ce que, vrai ou faux, okay, pour ceux qui disent que c'est vrai, vous leverez la main. Si vous êtes insatisfait d'un... Ouais. Si vous êtes insatisfait d'un fournisseur en matière de contrat d'approvisionnement, au moment où on se parle, vous avez l'obligation de faire une évaluation de rendement. Vrai ou faux? Ceux qui disent que c'est faux, on va aller lire le règlement ensemble. Elle a été étonnée de la réponse. Je dirais, je comprends votre réaction face à l'obligation de le faire de façon systématique. Un organisme public doit consigner dans un rapport l'évaluation d'un fournisseur dont le rendement est considéré insatisfaisant. Point. Oui. L'évaluation dont le rendement est considéré insatisfaisant. On pourrait penser que si l'évaluation est négative, vous devez la faire. C'est pas clair, là. Vous comprenez? Alors, la plupart du temps, ce qu'on voit, ben moi, ce que je réalise, c'est que cette obligation-là se traduit par un peu l'approche école des fans. Tout le monde a gagné, tout le monde est bon et tout le monde rend un rendement satisfaisant pour éviter de faire un rapport. Alors, c'est sûr qu'il y a un prix à payer, mais je pense que c'est un outil qu'on devrait considérer davantage, l'évaluation de rendement, surtout pour les gains qu'on peut réaliser face à l'obligation que vous avez tous d'adjuger le contrat en principe lorsque c'est uniquement sur le prix au plus bas soumissionnaire conforme. Alors, c'est une dérogation à ce principe-là, l'évaluation de rendement. Alors, il faut éviter de sous-estimer les avantages qui découlent de faire une évaluation de rendement. Je m'excuse juste pour un petit suivi sur ça. Je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que la loi dit que oui, il faut compléter l'évaluation, ou est-ce que ça dit qu'il faut aussi faire le suivi, le processus qui va avec? Oui, si vous considérez que l'évaluation de rendement est insatisfaisant, vous faites un rapport, puis vous suivez la procédure prévue par le règlement. Ça, c'est... Oui, si vous voulez l'utiliser. Mais vous pourriez décider de ne pas y donner suite aussi. Et si vous voulez parce que moi, je pense que si vous mettez les efforts pour élaborer une évaluation de rendement négative d'un fournisseur, autant s'outiller pour l'utiliser puis de suivre à la lettre les obligations prévues par le règlement, transmission au fournisseur, le fournisseur y répond, et ensuite, dirigeant de l'organisme, confirmation de l'évaluation de rendement négative, et là, on attend. Mais à ta question, la réponse, c'est faux. Ou, oui, si vous voulez l'utiliser, en théorie, vous pourriez ne pas y donner suite. Okay. Mais je pense qu'il faut respecter le règlement là-dessus. Guy, juste pour réfléchir encore tout, dans le cadre de notre évaluation de rendement, le danger, c'est les délais aussi qui sont prescrits. C'est-à-dire, il faut donner... on a 60 jours après la fin du contrat. Fait que techniquement, il faut que tu fasses ton évaluation de rendement un bout de temps avant la fin de ton contrat pour être sûr de ne pas le revoir soumissionné pendant que tu es en processus de soumission. Effectivement. Mais là-dessus, prenez pour acquis. Par exemple, vous avez un contrat de 3 ans. Vous avez 2 ans et demi de passé. Le délai prévu par la loi, c'est un délai maximal. C'est 60 jours de la fin du contrat, au plus tard. Donc, à 2 ans et demi, là, si vous êtes insatisfait d'un fournisseur, il y a des grosses chances qu'il ne se rachète pas d'ici la fin du contrat. Il y a des grosses chances que vous le considériez encore insatisfaisant dans les 6 derniers mois. Donc, commencez l'évaluation. Commencez l'évaluation, finissez le processus, puis ça se fait. Je veux dire, dans la mesure où votre évaluation est rigoureuse, documentée, justifiée, dans votre cœur, peut-être.
Dans votre cœur. Ben, c'est vrai. Oui, il a le droit d'y répondre à l'évaluation. Oui, oui, absolument. Sauf que l'enjeu, et là, c'est là que je reviens à mon commentaire de tantôt. L'enjeu pour vous est important parce que la plupart du temps, dans vos documents d'appel d'offres, vous prévoyez que l'évaluation de rendement, c'est une condition, ou l'absence d'évaluation de rendement insatisfaisant, c'est une condition d'admissibilité. Qu'est-ce que ça signifie, une condition d'admissibilité? C'est que l'entreprise, quelle que soit la soumission qu'elle va vous présenter, qu'elle soit la plus extraordinaire au monde, qu'il soit le meilleur au monde, qu'il soit votre meilleur ami, elle va être rejetée. Parce qu'elle est inadmissible. Elle est non admissible à soumissionner. C'est ce que l'article 6, je pense, prescrit. Oui, je pense que c'est ça. 6 ou 5. 6? Ouais, merci. Alors, c'est clair que c'est un rejet automatique de la soumission parce que l'entreprise qui l'a présentée n'est pas admissible. Maintenant, ce n'est pas ce que l'article 8 dit. Hein. L'article 8 dit bien qu'un organisme public, dans la mesure où il prévoit dans son document d'appel d'offres, peut se réserver la possibilité. Réserver possibilité, là, pour moi, c'est pas mal des discrétions. Alors, pourquoi vous peinturez dans le mur et mettre ça dans vos conditions d'admissibilité? Moi, je pose la question. Maintenant, si vous le déplacez puis vous ne le mettez pas dans vos conditions d'admissibilité, puis vous en faites une clause autonome, ça veut dire que vous réservez. Vous dites au soumissionnaire, là, toi, là, tu soumissionnes dans le cadre d'un appel d'offres et tu as fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant. Je te dis que je me réserve de la possibilité de rejeter ta soumission sur la base de ton évaluation en rendement antérieure. De sorte que, si vous recevez sa soumission, et là, on est 1 an et demi après l'évaluation de rendement. Hein, vous recevez sa soumission, un an et demi plus tard. Et là, vous recevez sa soumission, puis il vous dit, écoutez, vous l'avez eu sur certains contrats de gré à gré. Ça a bien été. Comme par hasard, il y avait un nouveau chargé de projet. Et le chargé de projet, super efficace, retournez vos courriels sur le champ, dans la minute près. Aucun problème, puis c'est précisément ce que vous lui reprochiez avant. Vous pourriez considérer sa soumission, même s'il fait l'objet d'une évaluation de rendement. Et si c'est dans vos clauses d'admissibilité, oubliez ça. C'est un peu ça qu'on peut dire là-dessus. Oui? Est-ce qu'il y a eu de contestés jusqu'à maintenant des évaluations négatives par les fournisseurs? Oh, oui, il y a des litiges en cours, et je vous dirais que c'est... bon an, mal an, je ne sais pas si mon calcul est exact, là, mais à peu près 3-0 en faveur des organismes publics. Okay. Donc, c'est Pourquoi? pas genre, oui, mais lui avez-vous dit avant? Est-ce que vous l'avez rencontré? Lui avez-vous laissé une chance? Est-ce que vous l'avez revu? Ça, j'appelle ça de la gestion de risque. Ça, j'appelle ça de la gestion de risque. Vous ne ferez peut-être pas une évaluation de rendement si vous n'êtes pas en mesure de la documenter. Mais si vous faites une évaluation de rendement, ce que je vous suggère, c'est que moi, si j'étais placé devant un scénario catastrophe, c'est-à-dire recours judiciaire contestant le résultat d'une évaluation de rendement et son effet, hein, parce que la personne est exclue pendant 2 ans, bien, je vais aimer compter sur un suivi rigoureux, sur des avis de manquement contractuel, des délais qui ne sont pas respectés. Alors, c'est sûr que je vais souhaiter ça. Oui. La problématique avec laquelle on se retrouve parfois, ça s'est passé chez ma commission scolaire voisine, c'est qu'ils ont fait tout le processus pour s'assurer qu'ils ne soumissionnent pas, puis ils ont soumissionné sur un autre nom de compagnie. Oui, ça, bémol. Oui, bémol. Si on arrive à établir que l'une des compagnies est l'alter ego de l'autre, là, on pourra... mais si c'est... c'est sûr qu'il peut être fin finaux, là, je veux dire, on ne peut pas y échapper. Oui, mais si c'est les mêmes administrateurs... Bon, là, vous avez une autre entité. Oui. Pas obligé de le nommer. Mais ça, évidemment, il faudrait faire l'évaluation de ce genre de situation-là pour déterminer si
l'une des entreprises est le prolongement de l'autre ou si c'est l'alter ego de l'entreprise simplement pour contourner le processus d'évaluation de rendement insatisfaisant. Mais ça peut vous amener à faire des doutes, ça peut peut-être vous amener, là je vous invite à rêver, là, rêver que vous vous adressez, vous cognez à la porte du Conseil du Trésor, puis vous demandez une dérogation pour adjuger le contrat à une personne autre que le plus bas soumissionnaire conforme. Si dans ces cas-là, vous arrivez à la conclusion que effectivement tout ce qu'il a fait, c'est de se constituer une nouvelle entité pour la simple raison de contourner le processus d'évaluation de rendement. Il existe évidemment, il existe des mesures de protection en matière qui pourraient être un parallèle intéressant là, à adopter comme solution à l'égard de l'autorisation de l'AMF. Toutes les questions d'infraction, puis on vise beaucoup les administrateurs là-dedans. Donc, est-ce que, dans un cas comme celui-là, le règlement pourrait être amendé, pourrait être ajusté pour éviter ce genre de situations qui m'apparaissent un peu abusives, là? Mais c'est des questions, oui. De devenir toute blanc. Comprenez-vous? Oui, je comprends. C'est souvent des contrats de 3 ans. Donc, oui. Là, il peut faire ça longtemps. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, ça demande une analyse pour voir si le comportement des administrateurs est de la nature d'une mauvaise foi, puis auquel cas, on pourrait peut-être essayer de voir si on peut soulever le voile corporatif. Ça veut dire faire abstraction de la nouvelle entité, puis d'aller chercher les administrateurs qui sont derrière, qui sont les mêmes de l'entité qui a fait l'objet d'une évaluation de rendement. Alors, ça demande une analyse plus fine, mais effectivement, je dirais que c'est un trou un peu dans la loi, mais il faudrait voir. Mais dans ce que je comprends, de toute façon, là, ce qu'on parle, c'est de l'obligation de la faire. Fait que si tu es toujours positif, bien, ça revient à la même situation qu'on a actuellement. Peut-être, oui. Voilà. Quatrième élément et dernier, on parle il faisait une proposition d'orientation sur les modes d'adjudication, donc les types de contrats. Vous savez, quand vous faites un contrat sur qualité, il y a un processus de trois étapes, et il modifie la deuxième étape. C'est qu'ils permettent à l'organisme, en deuxième étape, de dialoguer. Et c'est écrit comme ça. Dialogue avec le fournisseur pour pouvoir établir plus en détail les clauses qui permettent de mieux comprendre sa soumission. C'est gros. Ça veut dire que pour pouvoir dialoguer, il faut savoir employer les bons mots. Si on parle avec les gens en informatique, en Pierre, des fois, on ne suit pas toujours. Non, mais c'est une farce que je fais, c'est que dans le fond, c'est un langage d'informatique et c'est tellement technique que pour le commun des approvisionneurs, ça va être difficile de s'en sortir. Mais peu importe, c'est ce qu'ils veulent. C'est vraiment qu'il y ait une étape où le donneur d'ouvrage s'associe par un dialogue avec les fournisseurs pour bien comprendre la situation et sa soumission. Et ensuite, il va pouvoir prendre en troisième étape sa décision, possiblement en regardant le prix et l'ouverture de l'enveloppe ou quelque chose du genre. Voilà. Comme j'ai dit, je le répète, ça peut tout être faux, sauf que c'était les orientations qui sont prises par le Conseil pour pouvoir établir, mais ça s'en vient. Pourquoi ça bloque? J'ai essayé de le savoir, on en a parlé ensemble, mais c'est difficile. Au début, on m'avait dit que c'était au niveau des universités que ça achoppait, qu'il y avait un problème, sauf qu'ils étaient là aussi lors de cette consultation-là. Maintenant, il y a peut-être une question de législation légale par rapport à, on pense aux universités, parce qu'ils ont peut-être une législation différente de nous autres. Mais ils veulent l'établir à l'ensemble des créatures du gouvernement, donc autant ministère qu'organisme que réseau. Voilà. Voilà, c'est l'information que je voulais vous donner par rapport à ce volet-là. Ça va? L'autre volet, c'était la concertation. Joël, tu vas peut-être venir nous aider. Oui, OK. Vas-y, Guy, ça va bien. Tu veux que j'y aille? J'interviendrai au besoin. On a parlé un petit peu en entrée de jeu, dans le fond, comment ça allait. On s'aperçoit qu'au bout de 5 ans, oui, la concertation est bien en place. Je vais aller très vite là-dessus, c'est pas compliqué. C'est que la table de concertation est en place. Cet après-midi, on va voir où on en est rendu avec le site Web. Ça, le site Web, c'est le plus bel exemple de concertation qu'on a eu actuellement entre les différents
regroupement d'achat. Quand je dis regroupement d'achat, ça inclut le CCSR, le CSPQ et la Fédération qui en fait aussi. Donc, tout ce monde-là, actuellement, se parle bien. On a déjà, vous allez être convoqué à une rencontre à notre colloque. Je regarde toujours André. Des fois, je parle de session de perfectionnement, excusez. Donc, à notre session de perfectionnement, n'est-ce pas, très sérieuse, qu'on va avoir en novembre à Rivière-du-Loup. On ne sera pas au Château Frontenac non plus. Non, j'ai eu de la misère avec ça. Oh. Donc, à l'intérieur de cette rencontre-là, on va réunir encore les gens de la table de concertation et on va continuer à travailler ensemble. Dans le fond, c'est très positif. C'est sûr qu'au début, je parlais de 95, c'était pas positif, pas du tout. Ensuite, on a eu une obligation de le faire en 2010. On est rendu en 2015 et moi, je considère que ça va très bien avec les gens. On réussit à se parler, on réussit à s'organiser. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est couvrir l'ensemble je vous ai dit tantôt, il faut couvrir l'ensemble des régions du Québec. Là, on ne les couvre pas tous parce que, écoutez, quand on parle des régions orphelines, c'est pas rien, là. C'est que dans les 62 commissions scolaires, là, je ne veux pas me tromper, mais il y en a 32 ou 34, si je ne me trompe pas, qui sont visés par les 5 regroupements. Donc, il en reste une trentaine qui sont orphelines, qui n'ont pas de regroupement. C'est énorme. Alors, c'est énorme parce que la moitié de nos organisations n'ont pas accès à un regroupement d'achat spécifique aux commissions scolaires. Mais ce qu'on veut voir avec le CCSR, avec la Fédération, comment on peut aller aider ces gens-là et le CSPQ, bien entendu. Donc, comment ces gens-là peuvent aussi bénéficier des avantages d'un regroupement, même si ils n'ont pas dans leur région un regroupement d'achat, parce que on le dit depuis, on sait, ça existe depuis 80, là, les regroupements, mais au début, il y a eu beaucoup de jus de bras qui ont été mis là-dessus. Et si vous voulez vous partir un regroupement d'achat dans votre région, on peut vous aider, on vous le dit, mais c'est du jus. C'est pas facile. Voilà. Joël? Guy a quand même très bien résumé l'état de la situation. C'est sûr aussi que quand on parle de concertation, un événement comme aujourd'hui, c'en est un exemple probant. Il y a eu une gradation au cours des 5 dernières années et depuis l'émission du rapport du vérificateur 2010-2011. Mais le fait que tout le monde soit là aujourd'hui pour ce sujet d'intérêt commun-là, ça démontre que le réseau s'organise justement pour ne pas se faire organiser. Et c'était un petit peu le défi qui nous était lancé, autant par le ministère de l'Éducation que par le Conseil du Trésor à certains égards et par le vérificateur. Alors, chapeau tout le monde parce que ça ne se fait pas tout seul, il faut qu'il y ait une volonté commune. Donc, et vous allez voir cet après-midi quand on va parler de la plateforme, que ça tend à démontrer ce que je vous mentionne. Guy, il y avait peut-être un élément aussi en termes de concertation sur lequel on voulait vous informer brièvement. C'est le fameux dossier des tablettes. Oui. C'est pour ça que je trouvais que ça allait bien ton affaire. Parce que, écoutez, il y a plusieurs représentants des technologies de l'information qui assistent aussi à cette journée-ci. Et c'est effectivement un dossier qui touche beaucoup de monde. Serge pourrait nous en parler jusqu'à demain matin. Mais écoutez, il y a quand même une évolution et il y a une concertation de ce côté-là. Puis Guy va pouvoir déplier un petit peu plus là, à cet effet. Déplier? Juste avant d'embarquer sur le dossier des tablettes, il faut que j'ai le temps de réfléchir. Mais juste pour finir pour la concertation, il y a quand même les gens du CCSR, il y a les gens du CSPQ, ou même Frédéric, la Fédération. Est-ce que vous avez auriez-vous envie de dire un petit mot sur cette concertation-là? Vous le vivez, vous êtes ici. C'est juste ça qu'on voudrait savoir. Je ne veux pas vous passer à la POC, là, mais avez-vous des choses? Oui, vas-y. Ça me fait plaisir. Je peux prendre la parole. Écoutez, nous, on est chanceux d'être invités à cette journée-là parce qu'on sait qu'on est issu de la Fédération des cégeps, donc on représentait à l'origine beaucoup les cégeps plus que les commissions scolaires. Par la force des choses, certains dossiers ont été d'intérêt pour les commissions scolaires, entre autres les technologies de l'information.
ce qui fait que le CCSR s'est fait connaître. On sait aussi qu'il y a des dossiers qu'on fait que ça rentre dans les reins, si on peut dire, des regroupements régionaux. Par contre, nous, on le fait pour nos cégeps, bien entendu, mais pour les commissions scolaires qui sont orphelines aussi. Et ça se peut qu'il y ait une commission scolaire qui fait partie d'un regroupement qui veut adhérer au CCSR au lieu de le faire dans sa propre région. On se voit désolé un peu de cette situation-là, mais en même temps, ça nous force, nous, comme tous les regroupements, à se dépasser et à donner un bon service. C'est ce qui fait, je pense, qu'on est capable de donner une excellente qualité de service. Il faut, je pense, être capable de se comparer. Il faut être capable de dire, bien, il y a de la compétition, il n'y a pas juste un regroupement, ce qui fait que tout le monde doit donner un excellent service puis donner une excellente qualité de négociation, si on peut dire. Alors, nous, on est là pour tenter de vous desservir. Écoutez, puis je pense qu'on gère une partie des régions orphelines, tant mieux pour eux autres, mais tant mieux aussi si elles peuvent se joindre à des régions qui sont dites pas orphelines, disons, là, parce que je pense qu'ils peuvent le faire. Donc, allez-y. L'important là-dedans, c'est faut en faire plus. Donc, je le vois, là, on fait de plus en plus au CCSR des ententes sur les ressources matérielles et on voit la participation qui augmente des commissions scolaires sur ces ententes-là. On fait les ascenseurs, on en parlait, on les fait l'année prochaine. On fait les déchets domestiques, on en parlait tantôt, on est dans les déchets domestiques actuellement. Et il y a des commissions scolaires qui adhèrent. Donc, c'est intéressant parce que les gens adhèrent de plus en plus sur des dossiers qui ne sont pas traités là, nécessairement régionalement. Donc, pour nous, c'est juste... Puis la plateforme, bien, je pense, va nous aider, vous aider à qu'on mette en miroir qu'est-ce qui se fait actuellement là, en termes de regroupement d'achat pour qu'on en fasse davantage. Donc, chapeau, là, je pense que c'est un bel outil qui va bien nous desservir. Merci. Oui, c'est ça. Donc, pour le CSPQ, le réseau de l'éducation, on veut être présent, mais on n'intervient pas directement dans le sens qu'on ne veut pas être vu comme étant quelqu'un qui va venir s'imposer aux gens. On a une opportunité qu'on veut vous présenter. Je pense que c'est là l'intérêt du portail, faire connaître les regroupements qu'on a mis en place pour les ministères organismes, réseau santé, réseau d'éducation et aussi les municipalités qui sont aussi dans notre clientèle. Là, je ne sais pas si j'annonçais tantôt à nos organisateurs que le CSPQ, cette semaine, il y a eu une conférence de presse hier du ministre Coiteux qui annonçait un plan de transformation du CSPQ. Je ne veux pas juste vous dire qu'on change de mission puis qu'on vient en train de prendre la place de d'autres. Là. Ce plan de transformation, c'est renforcer justement la mission du CSPQ sur ses lignes de force. Et les achats regroupés, c'est une des forces du CSPQ. Et l'idée là-dedans aussi, c'est justement, en vous faisant connaître ce qu'on fait, et si c'est bon, bien, que vous puissiez l'utiliser. Puis je pense que le portail sera probablement la bonne opportunité que vous aurez de le faire. Mais nous, on aura déjà une grande mission de répondre aux besoins de d'autres clientèles qui sont aussi très vastes, avec leurs propres besoins aussi spécifiques. Mais en espérant toujours, comme disait M. Tardy, être à la hauteur des attentes de tout le monde, parce que c'est pas évident de répondre aux besoins de tous. Merci. Est-ce que c'est parce qu'on est trop difficile ou... OK. Ça va? Joël? Joël de Frédéric. Pour ce qui est de la Fédé, ben, je pense que, comme Serge l'a bien dit avant moi, puis M. le CSPQ, pour la Fédé en fait déjà des dossiers de regroupement d'achat. La Fédé développe à l'heure actuelle d'autres dossiers de regroupement d'achat. Vous allez en entendre parler très prochainement. Mais je pense que le but, comme Guy et Serge l'ont dit, c'est de travailler en concertation, travailler en équipe, dans un but de vous offrir le meilleur service possible. Donc, vous pouvez compter sur la Fédération dans ce volet-là. Merci. Même pas nous encourager. Guy, me permets-tu d'ajouter un petit élément? Il y a un élément important qui est ressorti de ce que Serge ainsi que Berthier ont mentionné. Le fait qu'effectivement, il y a une forme de compétition qui s'exerce en matière de regroupement d'achat. Mais je tiens aussi à mentionner à notre auditoire qu'ils ont ils ont une sensibilité à la réalité et à l'existence des regroupements d'achat qui sont existants
déjà à travers les commissions scolaires. Donc, les 5 regroupements que je vous mentionnais d'entrée de jeu aujourd'hui. Donc, le portail ne vise pas à faire qu'un mammouth vienne avaler un écureuil. Au contraire, le portail vise à favoriser une vue d'ensemble. Et donc, l'aspect concertation avec les regroupements plus structurés ou plus gros, il s'inscrit dans cette démarche-là. Et il y a un respect mutuel aussi qui est là. Alors, je voulais démystifier cet élément-là. C'est bon, merci. Les tablettes? Oui, j'ai eu. Je suis craqué, je suis correct. Là. Non, on ne fera pas le tour de tout le dossier. Vous savez, le principal problème des tablettes, c'est que l'ALCOP nous interdit de mentionner un produit dans fixe, puis qu'il n'y a pas de comparable ou d'équivalent qui soit accepté. Donc, ça part. Une question? Oui. C'est écrit où dans l'ALCOP? Article 2, probablement. Article 2.4. C'est une bonne réponse dans toute situation. Si dans votre réponse, il y a l'article 2, généralement, ça ne pose pas de difficulté. Je vais finir, puis après... OK. Donc, ça, c'était le principal élément. Bon, tout le monde le sait aussi que le processus est engagé avec le CSPQ et le CCSR, un processus où, en accord avec le Conseil du Trésor, ils ont établi 3 plateformes. C'est que plutôt que de dire, en fond, il y a dû avoir une dérogation quelque part, et on dit, on va arriver avec 3 plateformes et on s'attend à ce qu'au moins les gens aient le choix entre les 3 plateformes. Donc, ça ne devient plus un fournisseur unique, en tout cas. Et pour des raisons qu'on ne relatera pas, n'est-ce pas, Serge? Le dossier a été annulé. En fait, le processus d'appel d'offres a été annulé par le CSPQ et la direction de la gestion de la DGGTTI a décidé de dire, bon, ben il y a des regroupements d'achats dans les commissions scolaires. Allez-y donc. Donc, on appelait ça, nous autres, nous passer le singe. Ça, c'est carrément ça. Et on l'a pris. On l'a pris, on s'est réunis. Alors, c'est là que les regroupements d'achats ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On a eu beaucoup de... Vous avez eu des mises en situation... donc, des rapports que j'ai faits, tout le monde les a lus, j'imagine. Et en fin de compte, il y a eu un regroupement sur les 5 qui a été plus audacieux que les autres. C'est le Conseil de l'île, le Conseil de gestion de taxes scolaires de l'île de Montréal, avec Garé, qui a dit, nous, on est prêts à embarquer. On a dit, oui, on lui a donné notre soutien moral et pas financier. Et on dit, vas-y, si ça marche avec toi, ça va marcher avec tout le monde. Alors, Garé a préparé le dossier et a dit, oui, je le fais. Si jamais ça fonctionne, ben, mes documents d'appel d'offres vont être disponibles pour tous les autres regroupements d'achat, sans problème. Il y avait pas, ça est allé. Mais là, je vous explique ça vite, mais il y a eu beaucoup de petites choses entre ça. Si bien que on est en appel d'offres. On est. Ils sont en appel d'offres depuis hier. Donc, l'ouverture dans 20 jours, le 6 mai. 6 mai, ouverture. D'ici ce temps-là, on attend des nouvelles du Conseil du Trésor. Quand ils vont lire l'appel d'offres, ils vont sûrement réagir et appeler Garé, qui va être en vacances, chanceux. Je ne sais pas qui va répondre. Mais, en fait, c'est... OK, je vais aller vite. Mais on est basé, de toute façon, l'appel d'offres est basé sur le même principe qu'il était, sauf qu'il y a beaucoup de restrictions qui étaient imposées, soit par le Conseil du Trésor, soit par le CCSR, on oublie ça, mais ils ont enlevé, excusez si je dis ils, moi, je ne m'inclus pas là, on a enlevé toutes les restrictions possibles, sauf une, puis je ne sais pas si Garé, tu as envie d'en jaser, peut-être lui apporter le micro, parce que je vais y passer à la PAC après, là. Dans le fond, il y a... Moi, si ça fonctionne, on devrait avoir des nouvelles. L'autre chose qu'on a fait, via l'OQCS, on a demandé à l'OQCS, j'ai demandé aussi à la DGEC de le faire, et j'ai demandé à la Fédération, d'envoyer une lettre au ministère, toujours au ministère, au MELS, via la CGTTI,
pour leur demander si c'était possible que la mesure d'éthique soit transférable de 14-15 à 15-16. Bon, tout le monde qui est en attente. Donc, ça a été fait par l'OQCS, ça a été fait par la Fédération et le ministère. Ils nous ont confirmé qu'eux autres aussi, leur position vis-à-vis du Conseil du Trésor était de dire oui, on demande qu'il y ait une transférabilité des sommes de 14-15 vers 15-16 pour la mesure d'éthique, pour qu'on puisse, dans le fond, planifier ces achats-là pour 2 ans. On n'a pas de nouvelles. Je ne pense pas qu'on en ait avant qu'on ait les règles budgétaires de toute façon. Mais on va en avoir incessamment. Alors voilà, ça fait le tour un peu du dossier. On est en attente. Si ça fonctionne, je vous l'ai dit, c'est disponible. On va tous embarquer là-dedans. Je me croise les doigts. Maintenant, peut-être des détails de Gary. Oui, merci, Guy. En passant, c'est le comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal. J'ai dit quoi? Anciennement, c'était le conseil de la taxe scolaire. Donc, ça a changé, ça fait plusieurs années. Je vais vous faire grâce de l'historique. Alors, oui, on a repris, en fait, quand les représentants du MELS nous ont approchés pour demander si on voulait faire l'appel d'offres pour les tablettes, le comité de gestion a un mandat, c'est d'offrir le service de regroupement d'achat aux commissions scolaires de l'île de Montréal. Alors, d'emblée, avec la directrice générale, bien, on a dit, bien, on n'a quasiment pas le choix. Maintenant, comment on va articuler cet appel d'offres-là, compte tenu des résultats qui ont été dévoilés là, en décembre. Bref, on a utilisé on a fait un appel d'offres encore en utilisant les plateformes. En fait, le terme qu'on a utilisé, c'est les systèmes d'exploitation, si on veut être vraiment sur les termes. Et on a publié l'appel d'offres sous forme de 4 lots, avec des quantités par type de tablette et par lot. On a eu de longues discussions avec les gens du MELS. Aussi, notre secrétaire général et Roch s'est posé longuement la question sur le côté, si on veut, légal de notre appel d'offres. Et puis, on a maintenu la position d'avoir 4 plateformes. Il y a 3 lots pour des plateformes, les 3 tablettes, les Windows, les iOS et les Android. Et le 4e lot, c'est pour les chariots de recharge, de gestion et de recharge. Elle a été publiée officiellement hier sur le site du SEAO. Ouverture des soumissions le 6 mai à nos bureaux, ouverture publique. En termes de contraintes ou de clauses qui sont... on a regardé, c'est surtout la seule qu'on a inclue, c'est après discussion avec les différents participants à notre regroupement d'achat, les directeurs des technologies de l'information, c'est la clause sur la variation du taux du dollar canadien. Donc, on va faire une révision, on permet une révision trimestrielle à des dates fixes. Et on a osé inclure un petit facteur de correction dans le... Donc, à titre d'exemple, on va regarder le taux de change sur le site de la Banque du Canada le 1er mai. Et le premier quart qui va arriver, c'est au 1er août 2015. Et à titre d'exemple, s'il y a une augmentation de 3 de variation du taux de change, et on dit dans l'appel d'offres, s'il y a une variation supérieure à 2 donc il va y avoir une correction. Mais on a aussi impliqué un facteur de correction de 2 Donc le 3 on vient de réduire de 2. Donc, au lieu de subir une augmentation de 3 sur les prix, on a une augmentation de 1 L'objectif, c'est qu'au bout d'une année, il y aurait un différentiel de 2 entre la variation la vraie variation du taux de change, si on veut, avec la variation que les commissions scolaires pourraient subir. Et c'est aussi applicable à l'inverse. Donc, si, on sait peut-être qu'on rêve en couleur un petit peu, là, surtout dans ce domaine-là, s'il y avait une diminution du prix, bien, le facteur de correction de 2 s'applique aussi. Donc, on n'aurait pas la pleine réduction, si on veut. Donc, en gros, c'est les éléments là, de notre appel d'offres. Et puis... il n'y a pas rien d'autre de spécial. Là, je veux dire, c'est notre document standard d'appel d'offres du comité de gestion. Évidemment, on l'a ajusté là, pour être dans les paramètres le plus possible de la LCOP, mais disons que selon l'article 2, on n'est pas nécessairement là. Okay. Mais je peux peut-être ajouter, puis ça pourrait être, si vous le souhaitez,
ce qui va nous permettre de prendre 15 minutes? Oui. Ah, OK. Bon, ben, je vais essayer de voir si je peux rentrer là-dedans aussi. Je vais combler le 15 minutes. Mais ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes, c'est très important, un peu comme le font les professeurs d'école. Ça va être à l'examen. Il y a une réflexion à avoir par rapport à toute cette question-là du choix d'un fournisseur ou le choix d'une marque en particulier dans le cadre d'un appel d'offres. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il existe deux régimes juridiques différents. Le monde municipal et le monde qui répondent de la loi sur les contrats des organismes publics. Et malheureusement, quand je regarde la législation entre les deux, sur cette question-là, il n'y a pas de distinction. Ils sont assujettis la plupart du temps aux mêmes accords, aux mêmes seuils, dans la plupart des secteurs d'activité. Et généralement, la question de la discrimination fondée dans le cadre d'un appel d'offres public, le choix d'un produit, certains pourraient alléguer que c'est discriminatoire, répond aux mêmes règles des accords de libéralisation des marchés, des mesures antidiscriminatoires. Alors, ça, quand je vous dis qu'il y a deux régimes, c'est en raison du fait qu'une décision récente dans le secteur municipal, et c'est l'affaire Freightliner, c'est des camions, où une municipalité avait fait le choix, dans le cadre d'un appel d'offres, d'une marque, c'est-à-dire la marque Freightliner, et avait fait ses devoirs avant. On avait consulté la municipalité voisine. Le directeur des services des travaux publics avait fait le tour des équipements, avait essayé les équipements, et est arrivé à la conclusion que ce qui répondait à son besoin, c'était les caractéristiques du Freightliner. Alors, on a lancé un appel d'offres en faisant appel à tous ceux qui pouvaient offrir des camions Freightliner. Donc, en quelque sorte, on a fait un appel d'offres public, mais on a lancé un appel d'offres en disant « Je veux du Freightliner ». Et malheureusement ou heureusement, pour le fournisseur plaignant, il s'est vu rejeter son recours sur la base du fait, et lui, il plaidait que l'appel d'offres était dirigé vers un seul fournisseur. Et la Cour a réitéré plusieurs décisions qui portaient précisément sur le même genre de dossier, à l'effet qu'à partir du moment où vous faites appel à tous ceux qui peuvent offrir l'équipement, le seul fait de désigner un équipement ne constitue pas un manquement à la règle d'appel d'offres public, ne constitue pas un appel d'offres dirigé. Ça, c'est le monde municipal. Le monde des organismes publics, vous avez l'article 2, je ne me trompe pas. Mais l'article 2, il ne dit pas grand-chose de plus que ce qui s'applique déjà au monde municipal. Je vous dirais, vous avez savoir-faire Linux, où la Régie des rentes a procédé à un appel d'offres pour le remplacement de ces logiciels d'exploitation. Et a pris l'initiative de dire « je veux du Microsoft » et a pris l'initiative de solliciter des détaillants de produits Microsoft, a lancé l'appel d'offres, s'est vu contesté par Savoir-faire Linux, un concepteur de logiciels libres. Et la Cour est arrivée à la conclusion, sans annuler le contrat par contre, la Cour est arrivée à la conclusion que la Régie des rentes aurait dû permettre l'équivalence. Deux régimes juridiques semblables, assujettis à des principes semblables, deux réponses différentes. Je pense qu'à un moment donné, au-delà du... Je comprends le bulletin d'interprétation, mais il va falloir statuer sur cette question-là. Puis, dans le cadre de certaines réflexions que j'ai eu à faire à l'automne pour la rédaction d'un livre en approvisionnement, mais dans le secteur municipal, là, j'ai d'autres projets pour le secteur public. Mais je parlais avec mon co-auteur, qui est quelqu'un qui fait de l'approvisionnement public là, de façon quotidienne. Et il y a des facteurs externes de marché, des fois, qu'on ne peut pas ne pas considérer. Vous savez, quand on lance un appel d'offres, des fois, il y a des éléments qu'on connaît
il y a des éléments qu'on peut connaître et il y a des éléments qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire la réaction du marché. Et l'exemple des tablettes est un bel exemple de ça. Faites un appel d'offres pour le plaisir, là, juste pour le plaisir de le faire. Je comprends qu'on a tous du plaisir à faire ce qu'on fait, mais faites un appel d'offres pour le plaisir auprès des banques. Combien de soumissions conformes allez-vous obtenir, pensez-vous? Oui? Oui? Oui. Allez-y. Bien, en fait, c'était au niveau des institutions financières. Ce n'était pas nécessairement confiné aux banques. Là. On s'entend qu'au Québec, on peut avoir les caisses populaires aussi. Oui. J'en ai fait un là, à peu près 3 ans. J'y étais pas contrainte par la LCOP, mais c'était une demande de mon organisme. Et écoutez, je pense que j'ai eu 3 soumissions. OK. Étaient-elles tous conformes? De mémoire, oui, elles étaient conformes. OK. Mais je vous dirais que la rédaction du devis technique était très comique aussi. Oui. Parce que essayez d'imposer vos conditions à une banque. Hein? C'est difficile. C'est difficile. Alors, peut-être que des fois, on lance des appels d'offres où il y a effectivement des conditions qu'on espère qui vont être acceptées par le marché. Sébastien, oui. Concernant les tablettes, justement, au niveau des conditions de conformité, on a aussi été obligé d'être un petit peu plus moins strict au niveau des conditions de conformité. Ne serait-ce que ne pas fournir une fiche technique d'un produit proposé, ne serait-ce de ne pas avoir signé le bordereau de soumission de chaque page du bordereau de soumission. Okay. Ce sont des éléments qui, on se dit, s'il y a un... Puis, en fait, l'appel d'offres a été aussi... on n'a pas ciblé que des manufacturiers. C'est ouvert à tous. Donc, de ce côté-là, il y a des clauses d'admissibilité et de conformité. Il y en a d'autres qu'on a obligé de laisser, justement, un peu basé sur la réaction du marché avec ce qui s'est passé dans la première appel d'offres qui était conduite par le CCSR. Je n'ai pas vu votre devis, mais parce que, évidemment, je n'irai pas le chercher. Je ne suis pas intéressé à participer à l'appel d'offres en principe. Je n'ai pas eu l'occasion de voir votre devis, mais il faut s'assurer de respecter l'article 7. Alors, dans la mesure où vous respectez l'article 7 par rapport aux conditions de conformité qui rendent le rejet automatique obligatoire de la soumission, il n'y a pas de difficulté à réduire les conditions de conformité. Mais ce que je voulais vous illustrer par mon propos, c'est de vous dire, je pense d'abord qu'il y a une réflexion à avoir sur la question, au départ, de l'exigence et de l'obligation que vous avez de recourir en vertu d'une règle budgétaire automatiquement, dans toutes circonstances, dans tous les marchés, et quelle que soit la nature de ce qu'on veut acheter, à procéder par appel d'offres. Moi, je questionne personnellement, moi, comme juriste, là, si ce n'était pas un cas de 13-4, dans le fond. T'sais? Je comprends qu'on aurait pu... et la façon dont le CCSR a lancé l'appel d'offres était très ingénieuse en mettant en concurrence plusieurs plateformes. Je pense que c'était imagé, c'était intéressant. Le marché a donné une réponse qui n'est pas au rendez-vous, mais il y en a pas moins qu'au départ, c'est la règle budgétaire qui nous impose, qui vous imposait le fait de, si vous voulez avoir le budget, il faut que vous procédiez par appel d'offres, par un regroupement d'achat. Alors ça, au départ, il me semble que là, il y a une réflexion qui devait être faite sur le fait, le besoin que je veux combler, c'est quoi? Est-ce que le besoin que vous voulez combler, c'est d'avoir un système d'exploitation, ou est-ce que le besoin que vous voulez combler, c'est d'avoir des tablettes? Comprenez? Et peut-être que si je dis je vais avoir des tablettes, là, à ce moment-là, ça se peut que vous ayez à faire un appel d'offres qui serait beaucoup plus large, donc qui ouvrirait le marché. Et si vous dites que vous voulez avoir un système d'exploitation, là, c'est différent. Et là, le système d'exploitation iOS, je pense qu'il n'y a personne qui connaît, qui ignore le fait qu'il y a comme un seul gros joueur. Hein? Alors, c'est sûr qui détient tous les droits sur ce système d'exploitation-là. Alors, si demain matin, je suis désolé de vous le dire, mais si demain matin, moi,
comme organisme public, j'ai à faire, je décide que mon besoin, quand je le définis, je veux le système d'exploitation iOS, qu'est-ce que je vais faire? Si je n'ai pas la règle budgétaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit faire un appel d'offres auprès de tous ceux qui peuvent me l'offrir, comme le monde municipal, auquel cas je contreviendrais théoriquement à savoir-faire Linux, ou soit je vais prendre un 13.4. Et là, le Conseil du Trésor risque de me dire « Ouais, mais tu n'aurais pas dû procéder par un 13.4. Ton besoin, tel que défini, est trop restrictif. Tu diriges ton marché par la définition de ton besoin. Tu veux une tablette pour répondre à un besoin d'une tablette. Tu ne veux pas un système d'exploitation. Si tu fais un choix de système d'exploitation, tu fais un appel d'offres dirigé. Écoutez, on ne s'en sort pas, là. On ne s'en sort pas. Alors, infiniment complexe comme dossier, réponse du marché aussi inadéquate. Je pense que le marché aurait dû répondre différemment. Mais vous savez, c'est comme quand je disais l'exemple de l'appel d'offres auprès des banques, là, ça se ressemble un petit peu. Quand je vois le résultat, évidemment, peut-être qu'on ne peut pas l'anticiper au départ, mais quand je regarde le résultat, c'est ce que je pense que la réponse qu'a donnée le marché a été celle qu'une banque donnerait dans le cadre d'un appel d'offres. Bonne valeur, mais si moi, tu as droit à 10 transactions pour atteindre le maximum, ben c'est ça. Puis mon pourcentage, c'est celui-là. Puis allez pas négocier avec un émetteur de carte de crédit. Il va vous dire, regarde, moi, tu le prends Aziz, comme disent les Anglais. Ça va, Gary? Alors, tu as pris ton 15 minutes pour la réponse. Bon, tant mieux. Alors, je vous invite à aller, on va à la salle de dîner.